Mes chers compatriotes, chers téléspectateurs de Congo Analyse TV. Le 24 janvier 2019, un vent d'espoir soufflait sur la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prêtait serment comme 5e président de notre pays, marquant, du moins officiellement, la première alternance pacifique depuis l'indépendance. 7 ans plus tard, alors que nous sommes en janvier 2026, il est temps de dresser un bilan lucide et sans complaisance de cette gouvernance. Ce soir, nous allons examiner ensemble, de manière analytique et humanisée, les 7 années du régime Tshisekedi. Nous parlerons des réalisations concrètes qui ont touché la vie de millions de Congolais, mais aussi des échecs cuisants qui continuent de marquer notre quotidien. Car analyser, c'est comprendre. Et comprendre, c'est se donner les moyens d'exiger mieux pour notre Congo. Première partie, les réalisations. Quand l'espoir rencontre la réalité 1. La gratuité de l'enseignement. Une révolution inachevée. Commençons par l'une des mesures les plus emblématiques du régime Tshisekedi, la gratuité de l'enseignement primaire. Cette promesse, inscrite dans notre Constitution depuis 2006 mais jamais appliquée, est devenue réalité en septembre 2019. Et il faut le reconnaître, les chiffres sont impressionnants. Entre 3,5 et 4 millions d'enfants supplémentaires ont rejoint les bancs de l'école. Imaginez ces millions de petits Congolais qui, sans cette mesure, seraient restés dans les rues, condamnés à l'ignorance et à la pauvreté. La Banque mondiale elle-même a salué cette initiative, y consacrant 800 millions de dollars, faisant de ce programme sa plus grande opération d'enseignement primaire au monde. Le salaire moyen d'un enseignant est passé de 159 662 francs congolais à 408 689 francs, soit une augmentation de 156%. Un progrès indéniable pour ces professionnels de la craie qui, pendant des décennies, ont été humiliés et négligés par tous les régimes successifs. Mais voilà, mes chers compatriotes, la réalité sur le terrain raconte une autre histoire. Dans combien d'écoles les enseignants ont-ils dû faire grève parce que leur salaire n'arrivait pas à temps? Combien de parents continuent de payer des frais parallèles malgré cette gratuité officielle? Les salles de classe sont surpeuplées, parfois 80 à 100 élèves par classe. Les infrastructures sont délabrées. Les manuels scolaires manquent cruellement. Et la question fondamentale demeure, cette gratuité est-elle soutenable financièrement? Le coût est estimé à plus d'1 milliard de dollars par an. Sans une réforme fiscale profonde et une lutte acharnée contre la corruption, cette belle promesse risque de s'écrouler comme un château de cartes. 2. La gratuité de la maternité. Un pas vers la protection maternelle. En septembre 2023, le gouvernement Tshisekedi a lancé la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle. L'objectif est noble, réduire la mortalité maternelle et infantile dans un pays où accoucher peut devenir un parcours du combattant financier pour les familles pauvres. Cette mesure a permis à des milliers de femmes d'accoucher dans des conditions plus dignes, sans craindre d'être retenues en otage dans les hôpitaux faute de pouvoir payer la facture. C'est un pas important vers plus de justice sociale et de protection de nos mères. Mais là encore, la mise en œuvre reste inégale. Dans certaines provinces, les structures de santé manquent cruellement de moyens. Les médicaments font défaut. Les accoucheuses et sages-femmes ne sont pas toujours formées correctement. Et surtout, la pérennisation de ce programme pose question dans un pays où le système de santé est historiquement sous-financé. 3. Le programme des 145 territoires. L'ambition de toucher le Congo profond. En mars 2022, le président Tshisekedi a lancé le programme de développement local des 145 territoires avec un budget initial de 1,665 milliard de dollars. L'idée était belle, construire des infrastructures de base dans chaque territoire, réhabiliter des routes, construire des écoles et centres de santé, apporter l'électricité dans les zones rurales. Pour un pays où des millions de Congolais vivent dans des territoires oubliés, sans routes asphaltées, sans eau potable, sans électricité, ce programme représentait l'espoir d'une inclusion véritable. Plus de 40% de la première phase aurait été exécutée selon le gouvernement. Mais examinons la réalité de plus près. Combien de ces projets sont réellement terminés et fonctionnels? Combien d'entre eux sont devenus des éléphants blancs ou des sources d'enrichissement pour quelques entrepreneurs véreux? Les problèmes persistent, financement incomplet, retard dans les marchés publics, insécurité dans certains territoires qui empêchent l'exécution. Et surtout, ce programme a été trop souvent perçu comme un outil électoral plutôt qu'une stratégie de développement à long terme. Le timing de son lancement, quelques mois avant les élections de 2023, n'a trompé personne. 4. La croissance économique.
des chiffres qui cachent une pauvreté persistante. Sur le plan macroéconomique, les indicateurs semblent favorables. La croissance du PIB est passée de 1,7% en 2020 à 6,2% en 2023, puis 7,5% la même année selon certaines sources. En 2024, la croissance s'établissait à 6%. L'inflation a été maîtrisée, le FMI a exprimé sa confiance en accordant plusieurs facilités de crédit. Le gouvernement se targue d'avoir restauré la confiance des investisseurs internationaux et d'avoir obtenu l'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est, ouvrant ainsi de nouveaux marchés pour nos produits. Mais mes chers compatriotes, posons-nous la vraie question. Cette croissance économique a-t-elle touché la vie du Congolais ordinaire? Le PIB par habitant peine à décoller. 75% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Le chômage des jeunes reste massif. L'économie demeure dépendante du secteur extractif et les richesses minières continuent de profiter à quelques-uns pendant que la majorité survit dans la précarité. La croissance dont on nous parle n'est pas une croissance inclusive. C'est une croissance qui enrichit les mêmes réseaux, les mêmes familles politico-économiques, pendant que le peuple attend toujours son tour. 5. La décrispation politique initiale. Un printemps qui n'a pas duré. Il faut reconnaître qu'à son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi a opéré une certaine décrispation politique. Des prisonniers politiques ont été libérés, des opposants en exil ont pu rentrer, la chaîne nationale s'est ouverte aux voix dissidentes, les meetings ont été autorisés. Après 18 ans de règne de Joseph Kabila, marqué par la répression et l'autoritarisme, ce vent de liberté a été salué par beaucoup. Le pays a gagné 30 places dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Mais ce printemps politique a été de courte durée. Progressivement, les vieilles méthodes sont revenues. Les arrestations arbitraires se sont multipliées. Les journalistes critiques ont été harcelés. La création du Conseil national de cyberdéfense en 2023 a ouvert la porte à des arrestations opaques et extrajudiciaires. L'état de siège dans l'Est, en vigueur depuis mai 2021, a militarisé la vie quotidienne et restreint les libertés fondamentales. Deuxième partie, les échecs majeurs, quand la promesse devient trahison 1. L'insécurité à l'Est, l'échec le plus cuisant. Parlons maintenant de l'échec le plus dramatique et le plus visible du régime Tshisekedi, l'incapacité à sécuriser l'Est du pays. 7 ans après son arrivée au pouvoir, la situation sécuritaire dans les Kivus et en Ituri n'a fait qu'empirer. Le 27 janvier 2025, Goma, la capitale du Nord Kivu, est tombée aux mains des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Cette chute a été un choc national. Goma, symbole économique et stratégique, occupé par une rébellion que tout le monde sait piloter depuis Kigali. Le 16 février 2025, c'était au tour de Bukavu, capitale du Sud Kivu, de tomber. Les chiffres sont glaçants, plus de 7 millions de personnes déplacées dans l'est du pays. Des milliers de morts, dont au moins 3000 rien que dans les combats autour de Goma début 2025. Des viols massifs utilisés comme armes de guerre. Des enfants recrutés de force par des groupes armés. Des camps de déplacés démantelés par le M23, forçant des familles à fuir encore et encore. L'état de siège, décrété en mai 2021 pour éradiquer les groupes armés, n'a rien réglé. Au contraire, il a militarisé la région sans apporter la sécurité promise. Le nombre de civils tués par des groupes armés comme les ADF, les FDLR ou les Codeco n'a pas diminué de manière significative. Et pendant ce temps, le président Tshisekedi multiplie les voyages à l'étranger, plus de 100 en 7 ans, tandis que son peuple souffre. Il signe des accords de paix qui ne sont jamais respectés. En décembre 2025, un accord a été signé à Washington avec le Rwanda. Quelques jours plus tard, les combats reprenaient de plus belle. La population de l'Est vit un cauchemar quotidien. Elle ne peut pas circuler librement. Elle est soumise aux exactions de multiples groupes armés, y compris parfois des éléments des FARC censés la protéger. Les hôpitaux sont débordés. L'aide humanitaire n'arrive pas toujours. Les écoles sont fermées. Comment peut-on parler de développement quand une partie du territoire national est en guerre perpétuelle? 2. La corruption généralisée. Le mal qui ronge tout. Le président Tshisekedi avait promis de faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue. En décembre 2024 encore, il déclarait que la corruption constitue un détournement continu du destin collectif. Mais entre les paroles et les actes, il y a un gouffre immense.
La corruption coûterait au Congo 9 milliards de dollars par an selon le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. C'est plus de la moitié de notre budget national qui part en fumée dans les poches de fonctionnaires corrompus, d'hommes politiques véreux et d'hommes d'affaires prédateurs. Sous le régime Tshisekedi, les scandales de corruption à grande échelle se sont multipliés. Les contrats publics continuent d'être attribués de manière opaque. Les ressources naturelles sont pillées au vu et au su de tous. Les fonctionnaires continuent d'exiger des frais pour tout et n'importe quoi. Et le plus grave, c'est l'impunité totale qui règne. Combien de gros bonnets ont été réellement poursuivis et condamnés pour corruption? Presque aucun. Parce que, comme le notent les analystes, ceux qui doivent combattre la corruption sont souvent ceux qui en profitent le plus. Lutter efficacement contre ce fléau risquerait de fracturer les réseaux politiques qui maintiennent le régime en place. 3. La justice malade, un système en déroute. Le président Tshisekedi lui-même a qualifié le système judiciaire congolais de malade. Et pour une fois, il a dit la vérité. Notre justice est profondément dysfonctionnelle. Avec seulement un magistrat pour 26 000 habitants, notre pays est sous-équipé. Les magistrats sont mal payés, ce qui favorise la corruption judiciaire. Les décisions sont souvent rendues en fonction de qui paie le plus, et non sur la base du droit. Les arrestations arbitraires se multiplient. Les prisonniers croupissent en détention préventive pendant des années sans jugement. L'instrumentalisation politique de la justice est devenue la norme. Le Conseil national de cyberdéfense, créé en 2023 et rattaché directement au bureau du président, procède à des arrestations en dehors de tout cadre légal. Des opposants, des journalistes, des activistes sont régulièrement harcelés judiciairement. L'impunité reste la règle pour les crimes graves. Les massacres du Kasaï, les violences à Yumbi, les exactions commises par les groupes armés et parfois par les forces de sécurité elles-mêmes. Presque aucune enquête sérieuse, presque aucun procès crédible. Le président avait même déclaré en septembre 2019 qu'il n'avait pas le temps de fouiller dans le passé. Belle conception de la justice. 4. Les droits humains en recul. La répression qui s'intensifie. Les organisations internationales de défense des droits humains sont unanimes. Sous le régime Tshisekedi, la situation des droits humains s'est détériorée, particulièrement à partir de 2022. Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDE, toutes dressent le même constat accablant. Les journalistes sont harcelés, arrêtés, parfois torturés. Les défenseurs des droits humains sont menacés. Les manifestations pacifiques sont violemment réprimées, avec usage excessif de la force, y compris parfois létale. Le rétablissement de la peine de mort en 2024, après des décennies de moratoire, est un symbole terrible de ce recul. Dans un contexte où le système judiciaire est corrompu et où l'instrumentalisation politique de la justice est courante, cette mesure ouvre la porte à des exécutions arbitraires. L'état de siège dans l'Est a également servi de prétexte pour restreindre davantage les libertés fondamentales. Sous couvert de sécurité nationale, le régime a musclé son contrôle sur la société civile et les médias. 5. Les infrastructures. Entre promesses et réalisations insuffisantes. Le président Tshisekedi avait promis une transformation massive des infrastructures du pays. 7 ans plus tard, le bilan est mitigé. Certes, quelques projets ont été réalisés. Réhabilitation de certains tronçons routiers, inauguration de la centrale hydroélectrique de Buzanga, 240 MW, réhabilitation partielle d'Inga 2, quelques projets d'électrification rurale. Mais ces avancées restent largement insuffisantes par rapport aux besoins immenses du pays. Sur 58 129 km de routes d'intérêt général, seulement 6% étaient praticables au début du mandat. L'objectif de porter ce chiffre à 5000 km n'a pas été atteint. La plupart des villes congolaises restent déconnectées entre elles. Le transport de marchandises demeure un calvaire. L'accès à l'électricité reste dramatiquement faible, moins de 20% de la population y a accès. Dans les zones rurales, ce taux tombe à moins de 5%. Les mini-centrales solaires promises dans le cadre du programme des 145 territoires tardent à voir le jour ou ne fonctionnent que partiellement. Les grands projets structurants, comme le port en eau profonde de Banana ou les routes transfrontalières, avancent au ralenti, victimes de problèmes de financement et parfois de corruption dans l'attribution des marchés. Troisième partie. Analyse et perspectives. Un régime entre deux chaises. Analysons maintenant la nature même du régime Tshisekedi. Après 7 ans,
Un constat s'impose. C'est un régime qui n'a jamais vraiment su s'affirmer clairement. Les 2 premières années ont été marquées par la cohabitation avec le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Tshisekedi ne disposait ni de la majorité parlementaire, ni du contrôle de l'appareil d'État. Cette manière d'acquérir le pouvoir l'a considérablement affaibli. Comment exiger l'intégrité de votre administration quand vous avez vous-même usé de pratiques corruptrices pour consolider votre position? Comment combattre les réseaux de prédation quand vous dépendez d'eux pour votre survie politique? Le régime Tshisekedi apparaît ainsi comme un compromis perpétuel entre différentes forces. L'héritage kabiliste qui continue d'exercer une influence dans l'appareil d'État, les barons de l'UDPS qui veulent leur part du gâteau, les nouveaux réseaux d'affaires qui gravitent autour de la présidence. La question d'EE, la légitimité. Parlons franchement de l'éléphant dans la pièce, la légitimité de Félix Tshisekedi. Les élections de 2018 qui l'ont porté au pouvoir restent entachées de soupçons de fraude massive. Tous les observateurs indépendants, y compris la Conférence des évêques catholiques du Congo, avaient pointé des irrégularités graves. Martin Fayulu, son adversaire, continue de clamer qu'il a été volé. Les élections de 2023, censées confirmer sa légitimité, ont été tout aussi problématiques. Problèmes logistiques massifs, irrégularités, violences, bureaux de vote ouverts avec plus de 12 heures de retard dans certaines régions. Sa réélection avec 73% des voix a été contestée par 9 candidats de l'opposition. Cette fragilité de sa légitimité explique en partie son incapacité à opérer des réformes profondes. Un président qui sait qu'il n'a pas été vraiment élu par le peuple a du mal à s'imposer fermement. Il préfère les compromis, les arrangements, plutôt que la confrontation avec les forces conservatrices. Une communication déconnectée de la réalité. L'un des traits marquants du régime Tshisekedi, c'est le décalage permanent entre la communication présidentielle et la réalité vécue par les Congolais. Le président se met en scène lors de visites dans les écoles pour parler de la gratuité de l'enseignement, pendant que dans des milliers d'écoles, les enseignants font grève faute de salaire. Il inaugure des tronçons de route dans certaines villes, pendant que des provinces entières restent enclavées. Il signe des accords de paix à Washington, pendant que Goma tombe aux mains du M23. Cette politique du spectacle, cette communication triomphaliste qui ignore les échecs, finit par éroder la confiance. Le peuple congolais n'est pas dupe. Il vit la réalité quotidienne, l'insécurité, la pauvreté, le chômage, la corruption, l'impunité. Les défis pour l'avenir. Regardons maintenant vers l'avenir. Félix Tshisekedi a été réélu pour un second mandat qui se terminera en 2028. Que peut-on espérer pour les 3 années qui restent? Pour que ces années ne soient pas perdues, le régime doit opérer un changement radical d'approche. Il doit, sur le plan sécuritaire, mettre fin à l'état de siège qui n'a rien réglé. Négocier sérieusement avec le Rwanda pour obtenir un retrait véritable du M23. Réformer en profondeur les FARC pour en faire une armée républicaine et professionnelle. Protéger réellement les populations civiles au lieu de les abandonner. Sur le plan de la gouvernance, lancer une véritable campagne anticorruption avec des sanctions exemplaires contre les corrompus, quel que soit leur rang. Réformer le système judiciaire pour le rendre indépendant et efficace. Restaurer l'état de droit et les libertés fondamentales. Sur le plan économique, diversifier l'économie au-delà du secteur minier. Investir massivement dans l'agriculture pour assurer la souveraineté alimentaire. Créer les conditions d'un véritable développement du secteur privé national. Rendre la croissance inclusive en créant des emplois décents pour les jeunes. Sur le plan social, pérenniser la gratuité de l'enseignement et de la maternité par une réforme fiscale qui mobilise les ressources nécessaires. Améliorer drastiquement la qualité de l'éducation et des soins de santé. Construire les infrastructures de base dans tout le pays, pas seulement dans quelques villes. Mais soyons réalistes, mes chers compatriotes, rien n'indique que le régime Tshisekedi soit prêt à opérer ces changements radicaux. Les structures de pouvoir sont trop rigides, les intérêts particuliers trop puissants, la volonté politique trop faible. Conclusion. Un bilan en demi-teinte, un avenir incertain. Alors, mes chers compatriotes, que retenir de ces 7 années du régime Tshisekedi? Oui, il y a eu quelques avancées. La gratuité de l'enseignement a permis à des millions d'enfants d'aller à l'école. La gratuité de la maternité a sauvé des vies. Une certaine croissance économique a été enregistrée. Quelques infrastructures ont été construites. Mais non, ces avancées ne suffisent pas. Elles ne compensent pas les échecs majeurs.
l'insécurité catastrophique à l'Est avec la chute de Goma et Bukavu, la corruption galopante, la justice malade, le recul des droits humains, la pauvreté persistante, le chômage massif, les infrastructures toujours défaillantes. Le régime Tshisekedi restera probablement dans l'histoire comme un régime de promesses non tenues, d'espoirs déçus, d'occasions manquées. Un régime qui a bénéficié d'une fenêtre d'opportunité après 18 ans de Kabila, mais qui n'a pas eu le courage, la vision ou la volonté de transformer profondément le pays. Pour le peuple congolais, la question n'est plus de savoir si Tshisekedi est meilleur ou pire que Kabila. La question est, pourquoi devons-nous toujours choisir entre le mauvais et le pire? Quand aurons-nous enfin un leadership qui place vraiment l'intérêt du peuple au-dessus des intérêts particuliers? Quand notre pays riche de toutes les richesses naturelles cessera-t-il d'être pauvre de toutes les pauvretés humaines? Le temps du bilan n'est pas le temps du désespoir. C'est le temps de la lucidité. Lucidité sur nos échecs, sur nos faiblesses, mais aussi sur notre potentiel immense. Le Congo mérite mieux. Le peuple congolais mérite mieux. Et c'est à nous, citoyens vigilants, observateurs critiques, analystes rigoureux, de continuer à exiger mieux, à dénoncer les dérives, à proposer des alternatives. Car si nous ne tenons pas nos dirigeants responsables, qui le fera? Merci de votre attention. Continuez à suivre Congo Analyse TV pour des analyses approfondies et sans complaisance de notre réalité nationale. Le Congo nous appartient. Son avenir est entre nos mains.